depuis quelques années, c'était pas conscient, mais je me rends un peu compte que finalement, ce sur quoi je travaille, c'est le refoulé. Donc il faut tout le temps ramener au film. Parce qu'il y a une tendance, alors je dis pas chez les analystes ou les analysés, il n'y a pas de souci. Mais, et quoique, mais j'ai quand même rencontré des analystes qui, avant même que je fasse à perdre la raison, m'ont dit est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est bien de s'inspirer de la réalité comme ça? Et là je dis mais dans quelle croyance on est? C'est-à-dire que, et ça c'est des liens que je fais moi, mais quand vous êtes en analyse avec un patient, enfin en analysant, vous ne lui demandez pas la vérité. Peu importe ce qui compte, c'est que l'histoire ait du sens. Ce que j'ai découvert avec À perdre la raison, c'est que finalement, le spectateur, c'est-à-dire Dieu est mort, mais les croyants sont encore bel et bien vivants. C'est-à-dire que j'ai découvert, très impressionné, que des gens prenaient le cinéma pour la vérité. Et qu'on me reprochait de dire la vérité, ou de mentir. Alors que c'est pas le lieu de la fiction, c'est pas du tout ça le jeu. Et alors ce qui est très étonnant, c'est aussi que la pornographie, finalement, choque moins que le hors-champ. Et que le hors-champ a l'air d'être plus dangereux pour le spectateur que ce qui est montré. C'est-à-dire que ce qui agit sur l'inconscient, quand on sent que ça agit sur l'inconscient, il faudrait peut-être censurer, il faudrait peut-être éloigner, il y a peut-être un problème. Tandis que quand on cultive, qu'on stimule la jouissance de l'œil du spectateur, alors là, on crie au chef-d'œuvre. Et évidemment, moi, depuis le premier film, à travers ma passion pour Hitchcock, et puis après pour Haneke, pour des tas de cinéastes, je pense qu'il n'y a pas d'autre manière, le cinéma n'a pas d'autre moyen que le hors-champ pour amener le spectateur à sa subjectivité, en étant hors de la jouissance. La différence entre le pervers et Joachim Lafosse, c'est que Joachim Lafosse, il est là pour dire sa mise en scène. Elle est annoncée. Donc, de quoi vous parlez là? Il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions pour la culture, pour les arts, que pour autant les arts aillent mieux. Pour les arts mais pour tout. Et dans la vie. Mais pour tout. Mais on est entouré. Mais je dis ça par rapport, par exemple, aux politiques culturelles, parce qu'on est en Belgique, on est assailli de bonnes intentions. Là, je prépare un film qui est inspiré de l'affaire L'Arche de Zoé, où c'est vraiment, là, c'est un collectif qui n'a que des bonnes intentions. Ce sont des commanditaires, des familles qui vont financer ce voyage pour aller chercher des pauvres orphelins africains, sans jamais se demander le sens de l'interdit ou le rapport à la transgression. Voilà, et ça va mener cette espèce de collectif bien pensant à quelque chose que moi je trouve, en tout cas cinématographiquement, à faire voir. Je crois que je suis persuadé que je fais du cinéma parce que, comme dans beaucoup de familles, mes parents sont séparés. Quand ils se sont séparés, j'avais 7 ou 8 ans, avec mon frère aussi, et il n'y a pas eu de mots. Ça n'a pas été formulé. C'était très trouble, pas clair. Ça rentrait, ça venait, ça revenait, ça repartait. Et puis tout d'un coup, il y a Kramer contre Kramer qui passe à la télé. J'ai raconté ça souvent, mais... et on se met avec... et ma mère se met à parler du film, nous on se met à parler du film, et en fait, en parlant du film, on parle de nous. Et quelques années plus tard, quand je commençais un peu à réfléchir au cinéma, je me suis rendu compte, persuadé que le désir venait de là. Le cinéma nous donne la possibilité de parler de nous sans dire que c'est nous, tant pour les cinéastes que pour les spectateurs. Mais c'est l'art en général, la littérature, le théâtre. Ce que j'ai découvert aussi, alors ça correspond au moment où je suis entré en analyse en fait.
que je vous dis sur Kramer contre Kramer, je m'en suis rendu compte dans les premières années de mon analyse. Et je trouve aussi formidable, c'est que ce que j'ai très vite compris ou qu'on m'a fait sentir, c'est que finalement faire des films, c'était une manière de, pas de rejouer le trauma, mais de questionner le trauma sans avoir à le vivre. Ce que je disais souvent, c'est que j'ai vu des gens s'entre-déchirer pour la propriété, pour la séparation de biens, etc. Finalement, moi, je préfère filmer la maison que de me battre pour savoir à qui elle appartient, quoi. Au moins, elle est là avec le film. Enfin, quand une maison devient le lieu de la bagarre, c'est que la propriété a perdu son sens, quoi. C'est le plaisir qu'on a à la vivre. La maison, je vous dis ça ici, qui compte. Le premier, c'est Spielberg. Parce que quand je suis enfant, je vois E.T. avec mon père, au moment de cette séparation. Si vous voulez, quand il y avait besoin de sortir de cette violence familiale, il y a toujours un ou l'autre parent qui disait « les enfants vont au cinéma ». Et on allait au cinéma et on est allé voir avec mon père E.T. Et j'avais été fasciné par le film, j'avais l'âge d'Eliot. Et E.T., c'est l'histoire de... C'est quand même une mère qui est seule avec ses enfants. Enfin, il faut revoir le film pour... Et mon père nous dit... mais tout d'un coup, je me souviens qu'il s'est mis à nous expliquer qui était Spielberg et qui était cet homme qui avait fait ce film. Le soir même, je me souviens de ce rêve encore. Enfin, je m'en suis souvenu en début d'analyse, mais j'ai rêvé que je me retrouvais avec un monsieur barbu à diriger le petit nain qui était dans le costume d'E.T. sur le plateau de cinéma. Donc là, mon père m'avait transmis quelque chose, quoi. Et pour moi, Spielberg, c'est le plaisir du cinéma, c'est l'évasion, quoi. C'est cette porte ouverte à un imaginaire, à un inconscient. Mais Piala, c'est quelque chose... J'avais l'impression de voir quelqu'un qui filmait ce que je connaissais. L'ambiance. Oui, ça peut être très... Il n'y a pas de volonté d'être doux. Mais je pense que ce qui est violent, c'est de dire que la vie est douce. Hein. Enfin, c'est-à-dire de nous la... Et donc, ça m'a... Je me suis dit, on peut mettre ça en scène. On peut raconter qu'on connaît ça. Et puis ça correspondait au moment où, à l'école, on nous demande d'écrire les premiers films. Et je me rends compte que... Alors, dans le rapport à... l'IAD. Et dans le rapport à l'ellipse, dans le refus de l'information. Un acteur qui m'a dit au tout début du tournage qu'il y avait lu le scénario, il y a quand même 4 enfants dans ce scénario. Enfin, il m'a dit oui, mais je n'aime pas les enfants. Et je n'ai jamais pris un enfant dans les bras. À 65 ans, et tout le tournage, il a dû se retrouver avec 30 ou 40 personnes autour de lui, qui l'observaient, qui le filmaient en train de câliner les enfants. Il est devenu papa de jumeaux 6 mois après le tournage. Ah, formidable. Et je pense que ça doit être un père magnifique.